permettre de débattre de l'association hypertension artérielle et diabète, et donc des particularités de cette association et surtout de sa dangerosité, vous l'avez compris. Alors en introduction, d'abord une bonne nouvelle, la mortalité cardiovasculaire du manque coronaire a diminué dans certains pays, alors que je vous avais dit dans ma première conférence qu'elle était en pole position, c'est-à-dire en première position un petit peu partout. Elle a diminué cette mortalité grâce bien sûr au progrès de la technologie, de l'innovation, de l'interventionnel, mais aussi surtout grâce à la prise en charge banale des facteurs de risque. Le fait de prendre en charge, de contrôler le cholestérol, la pression artérielle, etc., ont fait que la mortalité coronaire a été réduite. Sauf que durant la même période, il y a deux paramètres que pratiquement aucun pays n'arrive à contrôler, le diabète et l'obésité. Ces deux facteurs de risque cardiovasculaire majeurs augmentent et ont explosé. Si bien que, alors que la mortalité inhérente aux autres facteurs de risque est en train de diminuer, celle en rapport avec l'obésité et le diabète, paradoxalement, augmente. Ce constat est fait aussi en Algérie, ici des données de 2013, qui montrent que cette histoire de transition épidémiologique, c'est derrière nous. Il y a 77% des décès qui sont directement attribuables aux maladies non transmissibles, avec bien sûr la quote-part la plus élevée qui revient aux maladies cardiovasculaires. Et puis vous voyez qu'en Algérie aussi, on a une diminution de la mortalité coronaire, alors que celle par diabète et cancer augmente légèrement. Et puis cette mortalité du diabète, bien sûr, touche surtout les jeunes, dans un pays comme le nôtre, au plus fort de leur activité, les moins de 60 ans. Au total, certains, au vu de ce constat rapide que je viens de vous faire, trouvent qu'il s'agit d'une véritable humiliation. Le diabète est une humiliation, c'est une insulte au système de santé. Et comme nous faisons, nous, vous et moi, partie du système de santé, donc vous voyez que le diabète, tous les jours, nous insulte et nous humilie parce que nous n'arrivons pas à le prendre en charge correctement et nous n'arrivons pas à le prévenir. Et puis cette humiliation a un coût, ça coûte très cher. Plus de 500 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Vous imaginez qu'est-ce que ça coûte, le diabète? Plus de 500 milliards de dollars. Ça, ce sont des chiffres de 2013 qui concernent le monde. Et regardez, cette distribution des dépenses, c'est surtout pour les diabètes compliqués. Donc, en un mot, le diabète, ça coûte cher, très cher, et ce sont surtout ces complications qui coûtent le plus cher. En Algérie, il y a des données. 2014, il y a eu un article qui a été fait par un économiste de santé qui montre que ça coûte cher aussi, là, 2013, et qu'en 2035, ça va être multiplié par 2 à peu près. Et compte tenu des revenus du pétrole avec le prix du baril qui est en train de piquer du nez, vous pensez bien que demain ne sera pas très très joli en matière de dispensation, que ce soit pour le diabète ou pour autre chose. Et donc, si vous voulez savoir dans un pays quel est son devenir, de quoi sera fait demain, ben, il suffit de les regarder, ces personnes, manger, boire, marcher. Et donc, quand vous avez des conduites dites conviviales comme ça, pensez bien, ça nous explique pourquoi au Moyen-Orient, on a des prévalences du diabète qui explosent et qui dépassent tout entendement. En Algérie aussi, on a des choses assez curieuses, puisque nous sommes le prix producteur de boissons sucrées en Afrique. Dans une enquête du moins qui a été faite par cette entreprise, Tetra Pak est l'entreprise qui fabrique les emballages. Et en 2007, elle a investi l'Algérie parce qu'elle a trouvé que l'Algérie était le plus beau pays pour ça. On fabrique des boissons sucrées de tout genre, de toutes les couleurs. Alors, Ferramdan, je ne vous dis pas. Ferramdan, non seulement de tout genre, de toutes les couleurs, mais dans tous les emballages, y compris les sachets et tout ce qui passe par la main, avec une croissance de 26%. Vous savez, en économie, avoir une croissance de 26%, ça ne se voit jamais. Ben, pour les boissons sucrées, d'ailleurs, il y a un phénomène de mode en Algérie, toutes les villes doivent avoir leur limonaderie. Je ne dis pas tous les villages, parce que maintenant, tous les villages veulent avoir aussi. C'est une question de NIF. Ah ben oui, leur limonaderie. Donc, tous ces comportements, vous pensez bien,
sont diabétogènes, hypertensiogènes, etc. Vous prenez n'importe quel facteur de risque, vous lui ajoutez gène et vous avez la catastrophe annoncée. Bon, ça c'est rapidement dit, mais c'est la vérité. Néanmoins, il faut quand même qu'on réalise que beaucoup de progrès ont été faits en matière de diabète. Et la réduction, regardez, de l'incidence des maladies cardiovasculaires était plus importante chez le diabétique que chez le non-diabétique. Donc il y a des efforts. Sauf que du fait du génie évolutif du diabète, même si on a réduit de près de 50% les événements cardiovasculaires chez le diabétique, son niveau de risque reste bien plus élevé que celui du non-diabétique, qu'il soit traité ou non traité. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire. Le chemin est long chez le diabétique. Beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits et nous allons nous intéresser à un besoin particulier pour rester dans le continuum de ce que je viens de dire, la prise en charge du risque cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que le diabète n'est jamais seul ou pratiquement. Est-ce que vous connaissez beaucoup de patients avec un diabète, seulement du diabète? Oui, mais ils sont très peu nombreux. Il adore s'entourer d'autres copains, et des copains bien sûr de très mauvaise fréquentation, la dyslipidémie, surtout l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle et le diabète, ça fait un couple rencontré très fréquemment. Alors quand on est diabétique, c'est pratiquement 70% des diabétiques qui sont couplés à l'HTA, et quand on est hypertendu, c'est un peu plus de 20%, près de 25%. Et chacun perpétue l'autre. Quand on est diabétique, on a tendance à devenir hypertendu, et quand on est hypertendu, on a tendance à devenir diabétique. Et comment? Eh bien, on choisit son terrain. Quand on est diabétique, plus on est déséquilibré, plus le taux d'HbA1c est élevé, plus on a de risques d'être hypertendu. Quand vous voyez la distribution des moyennes de l'HbA1c de par le monde, vous pensez bien qu'il y a beaucoup de ces diabétiques qui vont devenir plus rapidement hypertendus. Vous prenez des patients, un à 7%, l'autre à 9% d'HbA1c. Celui qui a 9% d'HbA1c a plus de risque de devenir hypertendu que celui qui a 7%. Et c'est pour ça, vous pensez bien qu'ici, il n'y a pas que des amis de Chlef, je vois qu'il y a des amis de Mila et d'autres wilayat. Donc, vous pensez bien qu'il y a beaucoup de diabétiques, malheureusement, qui vont devenir hypertendus à cause de vous, à cause de moi. Parce que nous n'avons pas réussi à les contrôler, à les équilibrer. Donc, plus vous contrôlez vos diabétiques, et plus vous leur donnez la chance de devenir hypertendu très tardivement. Même chose si on doit prendre maintenant l'affaire par l'autre bout, pour l'hypertension artérielle. Plus l'hypertendu n'est pas contrôlé, plus la pression artérielle systolique est élevée, plus le risque de diabète est grand. Donc il y a beaucoup d'hypertendus qui, grâce à nous, sont devenus diabétiques. Donc à charge pour nous de regarder maintenant le contrôle et du diabète et de l'hypertension artérielle de façon différente. Et tenez-vous bien, très récemment, en 2015, on a chiffré tout ça. Quand vous laissez vos hypertendus au-delà du seuil à atteindre, au-delà de l'objectif à atteindre, de 20 mm, eh bien, vous les mettez au risque d'être diabétique élevé de 58%. Voilà, vous leur offrez une carte rouge de 58% supplémentaires de devenir diabétique. Donc il y a une attirance entre les deux, entre l'HTA et le diabète. Et quand on a dit diabétique de type 2, on a d'ailleurs souvent, c'est au moment du diagnostic du diabète que vous trouvez qu'il est déjà hypertendu. Et le risque d'être hypertendu quand on est diabétique change selon le statut rénal. Au moment du diagnostic, quand il n'y a rien au niveau des reins, c'est disons à peu près 50%. Quand il y a une microalbuminurie, 80%. Quand vous avez une protéinurie avérée, c'est près de, j'allais dire, allez tiens, on a notre ami le professeur Armèche ici à la tête du service de néphro de Bab el-Oued, je vais le titiller un petit peu, 100%. Donc un diabétique qui a une macroprotéinurie, normalement, il est obligatoirement hypertendu. 100% des diabétiques avec une protéinurie avérée supérieure à 300, une macroprotéinurie, une macroalbuminurie, 100% de ces patients doivent être normalement hypertendus. Alors s'ils ne le sont pas, c'est qu'ils ont probablement autre chose. Ils ont une HTA masquée. Donc si vous ne trouvez pas une HTA chez un diabétique qui a une macroalbuminurie, cherchez l'HTA masquée. Et donc là, vous couvrez
les 100%. Alors, s'ils n'ont pas d'HTA, s'ils n'ont pas d'HTA masqué, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, c'est que vous traitez des extraterrestres. Vous ne recevez pas des êtres humains. Dans votre clientèle, il doit y avoir quelques extraterrestres. Méfiez-vous. Donc, vous voyez, il faut penser systématiquement devant une microproteinurie à rechercher et à la trouver, cette hypertension artérielle, qu'elle soit conventionnelle ou masquée. Donc, il y a une similitude entre les deux, entre l'HTA et le diabète. Et il n'aime pas la solitude, il aime aussi s'associer, les deux. Il s'associe à quoi? Eh bien, à toute cette liste de mauvaises choses, de l'hyperuricémie, on vient de le dire, le syndrome obstructif du sommeil, à un SAOS, à une néphropathie, à une dysfonction érectile, à une carence en vitamine D. Tiens, on n'en parle pas assez, mais c'est un couple qui adore être carencé en vitamine D, et puis il y a beaucoup de choses qui augmentent le risque cardiovasculaire. Et puis les complications chez les diabétiques sont directement corrélées à l'HTA. Plus le niveau de pression artérielle augmente et plus le risque de complications augmente. Sauf celui de cataracte. Plus simple, plus gentil. En dehors de la cataracte, tout ce qui arrive chez les diabétiques est corrélé, augmente avec l'augmentation de sa pression artérielle systolique. Et tout ça, toutes ces complications sont sous-tendues par un organe qui va mal, c'est l'endothélium. La dysfonction endothéliale nous explique tout ceci. Alors, en étant avec maintenant la prise en charge, on sait que la prise en charge par les traitements antidiabétiques fait du bien, heureusement. Réduire l'HbA1c permet de réduire de façon significative, dans des proportions assez intéressantes, la maladie microvasculaire. Ça, vous le saviez, 37%. Par contre, pour la maladie macrovasculaire, les résultats, les bénéfices sont plus mitigés. Il n'y a pas beaucoup de réduction. Quelquefois, il y a même absence de bénéfices. À vouloir trop bien faire chez des sujets qui sont âgés, qui sont compliqués, ben c'est les résultats de l'étude, rappelez-vous, Accord, VAT-T, etc., etc. Et donc, il faut qu'on trouve d'autres alternatives. D'autres alternatives pour plus réduire le risque de macro-angiopathie chez le diabétique, eh ben, c'est de s'intéresser à la pression artérielle et de leur donner du statine. Avec ces deux façons de faire, on arrive à combler ce défect et ce déficit. Qu'est-ce qu'on donne? Eh bien, on donne un petit peu de tout quand on est hypertendu et diabétique. Et vous voyez que le blocage du système rénine-angiotensine arrive souvent en tête. C'est vrai que certains ne le mettent pas en tête, comme les Américains, le GNC8. Mais on ne va pas discuter. Quand on est diabétique et hypertendu, le blocage du système rénine-angiotensine est impératif, sauf s'il y a une contre-indication. Contre-indication, c'est surtout, pour ne pas dire exclusivement, la femme enceinte. En dehors de ça, sauf si on a le malheur d'avoir une double sténose de l'artère rénale et très serrée, qu'on fait des OAP, etc. Donc, blocage du système angiotensine. Et puis, quand on est diabétique hypertendu, donner un seul produit, oui, pour quelques mois peut-être. Mais normalement, compte tenu de leur niveau de risque, vous allez voir, on devrait commencer par une bithérapie d'emblée. Ou bien, si vous êtes quelqu'un de prudent, comme je le suis moi, d'abord, un bloqueur du système rénine-angiotensine, évaluation de la tolérance rénale, créate, iono, etc. 15 jours après, puis ajouter un deuxième produit. Et puis chercher surtout de la microalbuminurie systématiquement, parce que voilà deux situations qui favorisent la microalbuminurie. Quand on est diabétique, quand on est hypertendu, on a deux risques supplémentaires d'avoir de la microalbuminurie. Et la microalbuminurie, chez ces patients, regardez, vous indique quelquefois que ça ne va pas la nuit, que non seulement vous obstruez, comme on vient de nous le dire ici, mais aussi que vous avez perdu votre potentiel de faire baisser physiologiquement votre pression artérielle. Vous n'êtes plus d'hyper. Et donc, avant, quand on avait de la microalbuminurie, on regardait la rétine. C'était souvent associé avec une rétinopathie. Il faut continuer à le faire. Maintenant, c'est aussi une indication pour une MAPA. Regardez qu'est-ce qui se passe la nuit, parce que souvent, on n'est pas d'hyper. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi regarder le cœur. Le fait d'avoir une microalbuminurie est associé et corrélé de façon très étroite à l'existence d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc maintenant, microalbuminurie, trois réflexes, rétinopathie, chercher ce qui se passe au niveau de la rétine, chercher quel est le profil tensionnel la nuit, MAPA, et puis réaliser une échocardio, beaucoup plus qu'un ECG, à la recherche d'une hypertrophie du ventricule gauche. La dysfonction rénale, en effet, est très fréquente chez le diabétique, plus près de 60%. Voilà les chiffres que tout le monde connaît et que notre ami Ramache connaît bien.
les chiffres des Algériens qui sont soit en dialyse, soit greffés, 1400, et vous voyez que 60% d'entre eux soient soit hypertendus, soit diabétiques, soit les deux. 60% de toutes les néphropathies chroniques, les insuffisances rénales terminales, dialysées ou greffées ou en dialyse péritonéale, sont soit hypertendus, soit diabétiques, soit bien sûr les deux. Voilà pourquoi une phrase qui mérite d'être retenue, même si elle va susciter des débats, un hypertendu diabétique est à mon avis un néphropathe qui s'ignore. Donc traiter ces malades comme s'ils étaient déjà malades des reins, comme s'ils avaient une néphropathie, même s'ils ne l'avaient pas. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, pour le principe de précaution, attention, ne leur prescrivez pas au moins des anti-inflammatoires non stéroïdiens à tour de bras. Veillez à ce qu'ils ne se déshydratent pas. Attention à l'été. Ne leur demandez pas à tort et à travers des scanners. Ne les injectez pas. Attention quand vous les dilatez, quand vous faites une angioplastie. Voilà, en ayant ces réflexes, eh ben on va les protéger, on va protéger leurs reins. Et vous voyez pourquoi je dis ça? Ben parce que regardez, là où toutes les recommandations font consensus, c'est quand il y a une néphropathie. Là, on vous dit bloquer le système rénine-angiotensine. Eh bien, réagissez de la même façon chez vos patients hypertendus diabétiques. Bloquez le système rénine-angiotensine. Alors, en le bloquant, est-ce qu'il faut le bloquer précocement, tardivement, au milieu? Eh bien, on a du bénéfice, quel que soit le stade, que vous commencez au début ou même à la fin. Même à la fin, malheureusement, c'est vrai que c'est dommage, vous avez laissé passer le train, mais ça apporte toujours du bénéfice. Avec quoi on le bloque? Ben, on le bloque avec un bloqueur du système angiotensine. Alors ça peut être un IEC. L'IEC réduit la protéinurie, réduit ou ralentit le déclin de la filtration glomérulaire, mais malheureusement ne réduit pas de beaucoup l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale, sauf pour quelques produits dans quelques études. Par contre, les ARA2, les antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2, si, regardez, vous diminuez l'albumine, vous diminuez l'incidence de la progression vers la macro, il nous arrive même d'annuler la microalbuminurie. Ça, c'est quand on le donne précocement. Et vous voyez le pourcentage, 56%, 55%, et pour, ici où est-ce qu'on est, pour l'irbesartan, un hasard ratio de 0,30. Alors, hasard ratio de 0,30, quand on veut, pour faire comme les autres, avoir la réduction, il suffit de mettre 1 moins 0,30, ça fait 0,70. Donc on a un pourcentage de réduction de la microalbuminurie qui est le plus élevé de 70% par rapport au placebo quand on donne de fortes doses. Lorsqu'on prend les choses tardivement, maintenant, la même chose, on a avec tous les ARA2, donc tous les ARA2 ont un potentiel néphroprotecteur, donc vous avez une diminution du risque de doublement de la créatinine et de l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale. Et certains, comme dans une famille, il y a des enfants qui sont intelligents, d'autres qui le sont moins bien, d'autres, des enfants qui sont très beaux, d'autres qui sont un petit peu moches. Ben, c'est comme ça dans les ARA2, il y a aussi dans cette classe des produits qui sont beaucoup plus néphroprotecteurs et qui ont cet arrêt même. Certains ne l'ont même pas. Voilà pourquoi on parle de ces effets avec l'irbesartan. Et puis, c'est une histoire de dose. Si vous voulez réduire la progression de la micro vers la macro, ben, il faut augmenter les doses. Il faut augmenter les doses. Vous voyez que plus on augmente, plus le pourcentage de la progression de la micro vers la macro va diminuer, si bien que certains vont aller au-delà des doses de l'AMM, au-delà du 300 mg que préconise, j'allais dire, l'État et la Caisse nationale d'assurance. Mais chez certains patients, on le fait. Est-ce qu'on a d'autres façons de faire? Oui, on peut double bloquer, donner un IEC ou un ARA2. C'est ce qui a été fait dans Target et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc là, il faut oublier. Certains continuent de le faire, il y a de nouveaux papiers. Mais disons, pour rester sur cette phrase, il est interdit de double bloquer, c'est-à-dire de donner 2 ARA2, 2 IEC, un IEC et un ARA2. On peut bloquer le système de façon encore plus parfaite en donnant un inhibiteur direct de la rénine. Le seul représentant de sa classe, c'est celui-ci, catastrophe chez les diabétiques. Donc on oublie. On oublie, donc il ne restera qu'augmenter les doses de l'ARA2. Et quand on augmente les doses de l'ARA2, regardez, on a de meilleurs résultats, je passe sur ces, sans pour autant augmenter les effets secondaires. Regardez, la calémie n'a pas évolué
alors qu'on a atteint 900 mg d'irbesartan. Ou bien surtout, il faut coupler un diurétique ou un autre produit. Voilà, les associations sont nettement plus bénéfiques que les monothérapies chez ces patients. Et quand on en a de plus de l'hydrochlorothiazide, et tout particulièrement l'irbesartan plus HCT, on a de meilleurs résultats qu'avec les autres associations qui sont sur le marché. Au total, 3 situations, diabétiques, non diabétiques. Alors, diabète de type 1 et 2, s'il y a une néphropathie, diabète de type 1, beaucoup plus de preuves avec les IEC. Non diabétique, vous donnez ce que vous voulez, mais vous allez voir qu'il y a plus de preuves avec les ARA2, de plus en plus. Et puis diabétique de type 2, les ARA2, beaucoup plus de bénéfices que les IEC. Et donc, comment traitons un hypertendu diabétique, un bloqueur du système angiotensine, un ARA2, bien sûr, quand il s'agit d'un diabète de type 2, combinaison souvent nécessaire dans les mois ou avec un diurétique thiazidique ou un bloqueur des canaux calciques, et puis bêta-bloqueur, c'est une cardiopathie ischémique, un diurétique de lance si la néphropathie a avancé, si on a une insuffisance rénale et qu'il faut forcer la diurèse. Voilà, c'est ce qui se fait de plus en plus. L'objectif à atteindre est de moins 240-85, moins 240-90, selon les recommandations. Est-ce que ça tient la route, tout ceci? Oui, en 2015, une méta-analyse qui montre que, en effet, baisser la pression artérielle chez les diabétiques a du bénéfice. La baisser à partir de 140, ici, en bleu, est beaucoup plus bénéfique que si on l'a baissé à partir de moins 240. Atteindre un objectif moins de 140 et supérieur à 130 ou moins de 130, ils vont être prudents, regardez, plus de 130 et moins de 140 est beaucoup plus bénéfique qu'une pression artérielle trop basse, sauf, il faut le dire quand même, pour les AVC. Sauf pour les AVC. Plus vous faites baisser la pression artérielle chez les hypertendus diabétiques, plus vous les protégez contre les AVC. Mais vous les exposez sur les autres versants et tout particulièrement myocardiques. Donc c'est ce qui se fait. Voilà pourquoi, peut-être que dans quelques temps, on fera comme pour la diabétologie, un traitement à la carte. Un traitement selon le profil du malade, son âge, son niveau de risque cardiovasculaire, l'existence ou non d'une macro, etc. etc. C'est ce que je viens de vous dire. Alors précocement ou tardivement, est-ce que ça n'a pas d'importance? Eh bien si, malheureusement. Quand vous donnez précocement, regardez, l'incidence de l'insuffisance rénale terminale diminue. Elle diminue de 20%, alors qu'elle ne diminue que de 7% si vous avez mis de l'irbesartan tardivement. Donc, vous diminuez le risque d'insuffisance. Est-ce qu'il y a que ça? Ben, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le nombre d'années sans insuffisance rénale terminale. Il est de 15 années à peu près quand on bloque précocement, et il est seulement de 12 années quand on bloque tardivement. Et il y a aussi, il n'y a pas que ça, il y a l'espérance de vie. L'espérance de vie qui augmente quand on bloque précocement, alors qu'elle n'est pas aussi prolongée lorsqu'on bloque tardivement. Et puis il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Plus on bloque le système rénine-angiotensine précocement, et plus on fait gagner de l'argent. On fait gagner de quel type d'argent? Eh bien, c'est surtout pour tout ce qui est dialyse. Regardez, quand vous prenez 3628 patients dialysés, 40% sont hypertendus diabétiques, pas de traitement irbesartan, précocement, eh bien, il y a, tenez-vous bien, 435 millions de dinars et 54 000, etc., jours de gains qui sont gagnés avec tout ce que vous réalisez comme économie sur le nombre de jours de dialyse qui ont été évités à ces patients. Et puis, il n'y a pas que les antihypertenseurs. Quand on est hypertendu diabétique, il y a aussi les statines. On en a parlé. Ce qui est nouveau, c'est qu'il faut être un petit peu plus agressif. Comme acheter un diabète égale risque très élevé, c'est ce qu'on nous dit ici, que ce soit les deux, que ce soit les recommandations européennes ou les nouvelles américaines. Mais normalement, acheter un diabétique, c'est ce que nous ne faisons pas. Et bien, on devrait atteindre un objectif inférieur à 0,7, comme s'il était coronarien. Ça, c'est nouveau, c'est pas évident. Il faut aussi donner de l'aspirine. Malheureusement, donner de l'aspirine à des diabétiques, ça ne sert pas à grand-chose.
quand ils sont en prévention primaire, parce que les dernières études montrent qu'il n'y a aucun bénéfice et que pour avoir un bénéfice, il faut soit multiplier la dose, augmenter la dose, soit mieux encore la fractionner, la donner 2 fois par jour ou même 3 fois par jour pour certains. Mais attention, il n'y a aucune recommandation. Si vous le faites, vous oubliez que je vous ai dit ça. Parce que vous risquez d'être poursuivi s'il y a quoi que ce soit. Donc, feuille de route, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Il faut viser précocement à bloquer le système réangiotensine. Il faut atteindre les objectifs. Il faut chercher l'HTA masqué. Il faut dépister les noms d'hyper. Il faut dépister les hypertrophies. Et puis surtout, il faut lutter contre l'inertie parce que, tenez-vous bien, là où nous sommes inertes, immobiles, c'est quand nos hypertendus ont d'autres situations graves, diabète, complications, etc. C'est par ce seul moyen qu'on va protéger le cœur, le cerveau, le rein et tout le reste. Et je vous remercie.